On la surnomme la vice-présidente dans ce deuxième quinquennat qui s'ouvre. Brigitte Macron est bien décidée à ne pas faire de la figuration. Invitée de TF1 lundi soir, l'épouse du président était interrogée sur les grands sujets du moment, y compris sur l'actualité la plus brûlante, à savoir la réforme des retraites. On l'écoute. Lorsque vous rencontrez ces Français, lorsque vous les lisez, est-ce que vous dites ils sont prêts à affronter une réforme aussi radicale que la réforme des retraites? Moi, tout ce que je peux dire, c'est que les Français, dans la difficulté, ont toujours réagi positivement. Si je prends le Covid, la manière dont ils ont réagi sur les gestes barrières, sur le confinement, les Français se sont toujours adaptés. Mais là, sur la retraite, ils sont majoritairement contre. Alors, ce que me disent les plus jeunes, simplement un point de réflexion, c'est qu'ils me disent, nous, de toute façon, on n'aura pas de retraite. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, tout est fait pour que vous ayez une retraite. Brigitte Macron semble avoir un rôle plus offensif et plus politique que ces dernières premières dames qui l'ont précédée pour parler de ce sujet et de cette première dame qui descend dans l'arène. Je reçois donc mes deux camarades Théophile et Thomas. Alors messieurs, quelle partition joue Brigitte Macron? Peut-elle servir à l'agenda politique d'Emmanuel Macron? En tout cas, elle monte au créneau parce que les temps sont durs. Elle vient au secours du président de la République. Pourquoi, en fait, elle veut parler? Pourquoi elle veut être plus en vue que lors du premier mandat? Déjà, peut-être parce que ça rencontre chez elle des aspirations. Peut-être qu'après avoir, disons, joué sa partition dans l'ombre, quand même, Brigitte Macron est une des artisanes de l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Elle était déjà très active quand il était à Bercy. C'est elle qui a un peu organisé sa politique de relations publiques quand il logeait justement dans les appartements attenant au ministère des Finances. Et aujourd'hui, disons, dans ces conditions difficile, elle joue ce qu'on appelait dans les magazines People l'atout charme, c'est-à-dire qu'effectivement, elle ne s'adresse pas à notre raison, naturellement. Elle s'adresse, disons, aux sensations, aux personnes qui, a priori, peuvent avoir de la sympathie pour elle. Et il m'est avis que l'idée, c'est de parler quand même un peu plus à la droite, à la base de droite de l'électorat français, de montrer un visage, disons, plus humanisé de la présidence Macron et d'agir sur les zones du cerveau empathiques d'un certain nombre de Français. En tout cas, pour ce qui concerne la réforme des retraites, il faut voir qu'elle était intervenue un peu plus en avant sur des questions comme l'éducation, sur des questions diverses de politique, et il me semble qu'effectivement c'est pour apporter de l'aide. Alors est-ce que cette aide sera utile? Est-ce que ce sera bien ressenti? Il y a eu toute une polémique parce qu'on l'a entendu expliquer que les Français avaient beaucoup de chance et qu'elle ressentait que les Français avaient beaucoup de chance d'avoir le système de santé qu'ils ont dans un contexte où l'hôpital public est dans un état de délabrement assez inédit. Je ne suis pas sûr que ça aide beaucoup, mais en tout cas, elle lui permet peut-être à Emmanuel Macron de parler avec un peu plus d'intimité à des publics qui ne sont pas forcément le cœur de l'électorat macroniste, de la sociologie de l'électorat macroniste. Brigitte Macron parle au cœur des Françaises et des Français. De certaines et de certains Français. C'est-à-dire, il y a une sorte d'affinité qu'elle peut avoir avec une partie de la France. Moi, ce qui me sidère un peu dans la couverture médiatique qui a suivi son interview sur TF1, c'est qu'on va reprendre des vieux poncifs, l'atout charme de Brigitte Macron, le détail qui fait mouche dans son look, et d'ailleurs c'est assez sexiste. Et en fait, derrière, le fait de commenter ce qu'elle porte et tout ça, on feint de ne pas voir ce qu'elle est réellement, ça veut dire un animal politique. Elle est bien plus que l'épouse d'Emmanuel Macron. Elle a eu un rôle dans son ascension. Elle a eu un rôle depuis qu'elle est à l'Élysée, y compris contre les principaux conseillers d'Emmanuel Macron. Et là, elle a eu des positions quand même plutôt à droite, beaucoup plus à droite que celle de son mari. Elle a pris position contre l'écriture inclusive. Elle est plutôt favorable au retour de l'uniforme à l'école. Elle prend vraiment des positions. Et c'est vrai que peut-être qu'elle parle à une frange peut-être plus à droite de l'électorat d'Emmanuel Macron, type LR et tout ça, cette frange-là dont Macron a justement besoin dans sa réforme des retraites. Parce qu'on le voit bien avec
ces dernières semaines, ces derniers mois, avec la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale, on sent bien que les Républicains ne veulent pas forcément faciliter la tâche à Emmanuel Macron, l'appareil politique des Républicains, alors que finalement, toutes les réformes ou les contre-réformes qu'Emmanuel Macron lance sont des réformes de droite. Donc, pouvoir quelque part circonvenir l'appareil des Républicains pour parler au cœur de l'électorat républicain, à cet électorat des beaux quartiers, c'est Brigitte Macron est peut-être la personne idéale pour le faire, et elle le fait. Effectivement, cela l'aide que d'entendre des relais qui parlent de son look, de son style, de sa partition. Tout ce qui est people aide les politiques, et en fait, et ce mélange des genres, cet infotainment, ça peut la faire apparaître comme sympathique, voilà, à ceux à qui son message est adressé, bien sûr. Alors, on a vu que Brigitte Macron a joué un vrai rôle auprès de son mari, un rôle qui n'est pas sans susciter des critiques de la part de l'opposition. On écoute Clémentine Autain. Pardonnez-moi une remarque, mais que fait la première dame de France, comme on l'appelle, à la télévision En l'occurrence, elle était là pour présenter l'opération Pièce jaune, puisqu'elle est présidente de la Fondation des hôpitaux. J'entends bien, mais je trouve très curieux. Elle ressemble à une vice-présidente. Non, je pense que ce n'est pas son rôle. Elle n'a pas été élue démocratiquement, et on voit bien qu'à la veille d'un grand rendez-vous qui est l'annonce terrible de cette réforme par le gouvernement, elle vient, en gros, sympathiquement, faire passer un message en profitant de sa notoriété et de sa place. Vous laissez entendre que là où elle va, en tout cas officiellement, pour demander de l'aide pour les hôpitaux, pour vous, c'est un peu un prétexte? Non, d'abord demander de l'aide pour les hôpitaux. Écoutez, qu'elle en parle à son mari, c'est quand même lui qui est président de la République. L'état mais c'est catastrophique dans l'hôpital. C'est pas les pièces jaunes, c'est pas ça. Je veux dire, c'est pas la charité qu'on demande, c'est la justice sociale. C'est la justice sociale. Vous voyez, c'est pas du tout la même logique. Et quand je vous parlais des 80 milliards tout à l'heure, 80 milliards empochés par les entreprises du CAC 40 qui sont redistribués en dividendes. Vous préféreriez qu'elle aille voir les patrons du CAC 40 ? Il faut très peu. Vous voyez, vous parliez de 12 milliards pour les retraites sur 80 milliards, mais c'est pas grand-chose. On en appelle à la justice sociale, pas à la charité. Théophile Thomas, est-ce que vous partagez sa prise de position ? C'est difficile d'être opposé à ce que dit Clémentine Autain, c'est le bon sens, mais c'est le bon sens, effectivement, quand on pose le débat sur des bases rationnelles. Mais dans les opérations de com de ce type, on est très loin de la rationalité. On agit sur des zones du cerveau qui ne sont pas forcément les zones rationnelles. Quand elle parle de charité, il y a une bonne partie de notre opinion publique qui est entraînée à considérer que la charité, les pièces jaunes, les restos du cœur et tout cet emballage finalement de l'accentuation de la précarité de notre société, c'est bien, c'est de la bonne action. C'est au moins quelqu'un qui mouille la chemise. On se rappelle que Bernadette Chirac a eu beaucoup de points de sympathie, notamment avec les opérations pièces jaunes. Je ne suis pas en train de dire que Brigitte Macron fait du Bernadette Chirac. C'est pas du tout la même chose, mais on voit bien que ça parle quand même à certaines zones du cerveau, et c'est là-dessus qu'il joue, parce que je pense qu'il y a quand même une crainte que les choses dégénèrent, il y a une crainte que finalement les couches sociales les plus basses de la société tapent sur le pouvoir et que les couches les plus hautes abandonnent le pouvoir, et notamment via leurs relais politiques qui sont les Républicains. Donc tout est bon à prendre pour s'attirer la sympathie. Et je pense qu'aussi on est dans une république qui n'en a pas vraiment terminé avec la monarchie. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ce couple présidentiel. On en a eu toujours besoin, en positif aussi, avec ce rôle de première dame qui rassure, qui fait des opérations de charité, un peu comme le roi ou la reine allait toucher les écrouelles, et aussi dans la détestation. C'est-à-dire que Brigitte Macron fait l'objet d'une détestation des fois complètement délirante, notamment de la part de l'extrême droite. C'est un peu le syndrome Marie-Antoinette, où on va la critiquer, remettre en cause son sexe, inventer des fake news. Mais derrière, ce qu'on vraiment oublie de voir, c'est qu'elle joue un rôle, mais fondamental, pas seulement de conseil, de réconfort, de bureau des pleurs d'Emmanuel Macron, mais vraiment de décisions politiques. C'est-à-dire qu'elle a par exemple eu des décisions à prendre, elle a aidé à prendre des décisions sur la question de l'éducation. On l'a quand même parrainé pendant des années, Jean-Michel Blanquer. Elle s'est même opposée au conseiller de son mari. Il faut se souvenir que quand il y a eu le premier tour de l'élection présidentielle en 2017, souvenez-vous qu'il y avait eu un dîner qui avait été organisé à la Rotonde. Elle avait interdit d'entrer à ce dîner Ismaël Emelien, qui allait quand même devenir
conseiller spécial de Macron et qui faisait partie des 3 qui dirigeaient la France pendant 2017, 2018, 2019 avec Alexis Kohler et puis Emmanuel Macron. Et finalement, elle a réussi à avoir la tête d'Ismaël Aymenien, qui avait eu des problèmes avec l'affaire Benalla, ou de Stéphane Séjourné, qui était un des conseillers d'Emmanuel Macron, qui a été évacué en devenant député européen. Elle a réussi finalement à affronter ce qu'on appelait les mormons, c'est-à-dire des conseillers qui étaient corps et âme dévoués à Emmanuel Macron, et à imposer une autre ligne. Donc c'est pas n'importe qui. Oui, tu le rappelles, Thomas, Brigitte Macron, c'est aussi une femme de réseau, une femme qui a permis à Emmanuel Macron d'arriver à l'Élysée. Bon, elle n'était pas la seule à le faire, mais disons qu'elle l'a aidé, notamment dans les milieux d'affaires. Bon, Brigitte Macron, c'est une enseignante, mais elle a justement rencontré dans son parcours des enfants qui étaient apparentés à Bernard Arnault, les enfants de Bernard Arnault. L'homme le plus riche de France. Ça peut aider, et je pense que c'est par ce moyen qu'ils ont eu une relation plus personnelle que purement professionnelle. Elle a également pu, mettre en relation, rafraîchir ou réchauffer les relations d'Emmanuel Macron avec la galaxie Philippe de Villiers, qui n'est pas exactement dans le même registre qu'Emmanuel Macron, surtout qu'à l'époque, il était membre du gouvernement de François Hollande. Quand même, il faut se rappeler que Emmanuel Macron vient de ce qu'on appelait la gauche à l'époque. Et donc voilà, c'est quelques aspects, de son rôle d'influence, d'attrape-tout. Et elle a été surtout un accélérateur dans la décision d'Emmanuel Macron de se présenter à la présidentielle de 2017, parce qu'au départ, Emmanuel Macron visait plutôt 2022, et Marc Andevel, dans son bouquin Macron le grand manipulateur, raconte un dîner chez Alain Minc en 2014, où il y a Brigitte Macron et Emmanuel Macron, et elle dit non, 2022 c'est trop loin, je serai trop vieille, donc il faut accélérer, il faut arriver en 2017. Ce qui montre bien qu'elle se considère finalement pas seulement comme l'épouse d'Emmanuel Macron, elle considère une sorte de couple qui va diriger la France. De duo à l'assaut du pouvoir. Le cerveau même, peut-être même. Non, je pense pas, mais en tout cas, qu'il y a une influence considérable sur le cours des affaires. En tout cas. Alors, surtout que maintenant, il y a quand même un certain froid qui est jeté entre Emmanuel Macron et Alexis Kohler, qui est le secrétaire général de l'Élysée, qui est là depuis 2017, qui est un peu considéré comme le vice-président et qui a été mis en examen dans l'affaire MSC. Et c'est vrai qu'il y a un peu des bisbilles entre les deux sur ce duo qui gouvernait la France. Et du coup, Brigitte Macron prend encore plus d'importance. On avait aussi, on sait très bien que Julie Gaillet aussi avait un rôle actif auprès de François Hollande. Alors du coup, qu'est-ce qui différencie Brigitte Macron d'autres premières dames ? Alors, disons que depuis la Ve République, donc depuis le retour à une sorte de représidentialisation, la France s'est finalement remise dans les rails de ce qu'elle a été avant, une monarchie. Et dans une monarchie, la reine, puisque jusqu'à présent on n'a pas encore eu de présidente de la République, soit la Ve République, la reine, c'est très important, elle fait partie de l'apparat du roi, elle fait partie des attributs du roi. Et donc, on a eu plusieurs types de première dame, finalement, même si la République, notre Constitution, ne reconnaît pas le statut de première dame. La première dame n'est qu'une citoyenne parmi les autres, mais comme il y a toujours cette sorte de télescopage entre les traditions monarchiques et les traditions républicaines, c'est important, depuis 1958, qui est à côté de l'homme le plus puissant de la République. Donc on a eu Tante Yvonne, Madame de Gaulle, en fait, qui était la femme catholique, traditionnelle, réservée aux côtés de son mari, et qui, finalement, avait aussi son rôle de l'ombre, parce qu'elle était un peu, le professeur de vertu et de morale des ministres. Elle faisait vraiment attention à qui se comportait bien. Mais c'était une autre époque, une époque où, finalement, le people n'était pas aussi important, une époque où la discrétion était de mise, où chacun restait à sa place, et finalement, Tante Yvonne n'a pas eu beaucoup, de focalisation excessive sur elle. Après, il y a eu les épouses de Pompidou, de Giscard, qui ont été finalement des femmes effacées tout de même s'il y a eu toujours des rumeurs d'alcôve au sujet de l'une et de l'autre. On était toujours dans
époque où il y avait une sorte de dissociation entre le public et le privé. Je pense que la première épouse de chef de l'État intéressante à analyser d'un point de vue politique, c'était Danielle Mitterrand. Et Danielle Mitterrand, aux côtés de son mari, c'était l'activiste. C'est-à-dire, quelque part, elle incarnait la fidélité aux valeurs de gauche que François Mitterrand ne respectait pas toujours, notamment en Amérique latine, quand l'État français faisait de la réelle politique, elle s'affichait aux côtés des apatistes, des militants de gauche. Il y a aussi la cause palestinienne. Finalement, quelque part, même si ça contrariait l'action du président de la République, en fait, on montrait qu'il y avait toujours une femme de gauche à l'Élysée. Donc là, également, il y avait une sorte de... Elle parlait aux zones du cerveau d'un certain nombre de Français, des Français plutôt très à gauche. Et après, il y a eu Bernadette Chirac, une femme très à droite, mais une élue de la République, parce que Bernadette Chirac, en plus d'être la camarade de promo à l'ENA de Jacques Chirac, c'était une femme politique qui a été élue en Corrèze, donc elle avait une forme de légitimité, même si c'était pas une légitimité d'un point de vue national, et finalement elle était très habile dans sa manière d'entrer sur le terrain politique, surtout qu'elle n'y était pas souhaitée par son époux, et donc elle jouait des coudes avec l'opération Pièce jaune, avec sa présence dans la politique de proximité, et effectivement, elle a parlé, elle aussi, à une frange de l'électorat de droite qui était peut-être moins la branche centriste qui était en phase avec Jacques Chirac, mais plutôt une frange finalement bien installée à droite, très bourgeoise aussi, parce que c'est une Chaudron de Courcelles, une riche, donc peut-être qu'elle rassurait les riches, parce que à une époque, ces milieux-là considéraient que Chirac, il était, son ancrage à droite était un peu douteux, malgré tout ce que on peut avoir vu comme signe de cet ancrage à droite. Et puis on a eu donc après Jacques Chirac, on a eu Sarkozy. C'était compliqué parce que il avait une vie, disons, il n'y a pas eu une première dame fixe. C'est sous Sarkozy que justement la famille traditionnelle a un peu disparu, puisque Cécilia est entrée. Après on a eu Carla Bruni-Sarkozy, mais Carla Bruni-Sarkozy, de gauche, en plus, qui se revendique de gauche. Disons qu'en fait elle est parlée au milieu culturel de gauche, parce que Nicolas Sarkozy, qui était un as de la triangulation, c'est-à-dire cette manière de s'adresser à la fois à l'électorat de gauche et de droite sur des sujets différents, en fait, il était très ancré à droite. Mais bon, voilà, les milieux culturels, finalement, les milieux qui aujourd'hui sont macronistes, la bourgeoisie de gauche, en fait, elle avait une dame à l'Élysée, c'était Carla Bruni-Sarkozy, qui était quand même dans un rôle plus effacé, beaucoup plus effacé, qui n'avait aucune sorte de prétention politique dans le fond, mais justement parce que c'était une actrice. Elle était surtout un symbole. Voilà, un symbole. Et puis, sur François Hollande, pareil, la première dame de France, Valérie Trierweiler, n'était pas mariée avec le président de la République. Et puis il y a eu tout ce qu'on a vu. Et puis il y a eu la partie Julie Gaillet, dont Thomas pourra nous parler beaucoup. Et donc là, on a Brigitte Macron. Mais à chaque fois, effectivement, ces dames, parce que jusqu'à présent on n'a pas encore eu de femme présidente, elles remplissent un vide symbolique pour certains, un vide politique aussi pour d'autres. Et pour Julie Gaillet, il y a quand même eu des informations qui sont problématiques, et malgré finalement le fait qu'elle ait été très réservée, et qui peuvent donner envie aux Français d'avoir une sorte de clarification du statut de l'époux ou de l'épouse de la personne qui préside aux destinées de la nation. Oui, parce que comme le dit Théophile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de statut officiel, mais il y a quand même un cabinet avec des employés qui sont mis à la disposition de Brigitte Macron, qui coûte une petite somme quand même à l'État, 300 000 euros par an. Et c'est vrai que Brigitte Macron renoue avec un peu la stratégie, en tout cas en ce second mandat, des femmes de président très politiques. Je me souviens que Cécilia Sarkozy avait joué un rôle très politique au début du quinquennat de son mari, quand elle était encore avec lui, notamment en allant négocier la libération des infirmières bulgares qui étaient retenues par Kadhafi. Effectivement, Julie Gaillet, c'est quand même un scandale qui a beaucoup éclaboussé François Hollande. D'ailleurs, peut-être le seul. François Hollande a toujours été considéré, du point de vue en tout cas des affaires, des scandales politico-financiers, comme quelqu'un de plutôt intègre. Et puis là, il y a quelque chose quand même... il y a un peu anguille sous roche. C'est dans le cadre de la signature d'un contrat de vente de Rafale, donc d'avions de combat entre la France, Dassault, et puis l'Inde. On vend 36 avions de combat. C'est signé en 2016. Donc,
comme c'est la tradition dans les contrats d'armement, il y a tout un tas d'intermédiaires plus ou moins véreux qui viennent se greffer dessus. Et puis, il y a un millionnaire, un homme d'affaires qui s'appelle Anil Ambani, un proche de Narendra Modi, le Premier ministre indien, qui vient se greffer, qui touche plus ou moins des commissions. Et cet homme d'affaires indien, sans qu'on sache trop pourquoi, se met à financer un film de Julie Gaillet, qui n'est d'ailleurs pas resté dans les mémoires. C'était une comédie avec Kev Adams. Personnellement, je n'ai jamais vu. Je pense que je n'ai pas envie de le voir. Mais il n'en reste pas moins que le parquet national financier a enquêté avant de clore l'enquête d'une manière assez spéciale en invoquant l'intérêt de l'État, l'intérêt supérieur de l'État. Donc il y a quand même des choses assez inquiétantes et qui peut-être mériteraient clarification. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, il y a un rôle, en tout cas il y a un rôle politique et là on le voit que ces premières dames peuvent être mêlées à des affaires très louches. Le débat, c'est est-ce qu'il faut sortir de l'ambiguïté en créant un statut, parce que en France on dit nous on n'est pas les États-Unis, non il n'y a pas le statut de la première dame ou du premier gentleman, mais en fait ils ne sont pas rémunérés pour leur mission. Oui, mais justement mieux vaut un statut clair avec des droits, des devoirs, des obligations plutôt qu'un mélange de genres comme ceux dont Thomas vient de nous parler. Et en quoi la France se démarque des autres pays sur le rôle qu'on accorde aux premières dames, espérons-le, au premier mari? Quand tu vois effectivement l'époux d'Angela Merkel qui s'appelle Joachim Sauer, qui pendant des années a continué à exercer quand Angela Merkel était chancelière, il a continué à être professeur d'université de physique-chimie, il allait faire ses courses, il n'apparaissait pas dans les sommets. C'est vrai qu'il y a une vraie différence avec la France. On a un statut un peu hybride, on est entre deux eaux, on hésite entre le fait de cacher la conjointe, de la dépolitiser et puis de lui donner un rôle comme on le fait très fortement aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. En tout cas, Paris Match, les journaux People ont toujours été des relais des ambitions de ceux qui ont voulu être président de la République. Et donc la presse Lagardère de l'époque et la presse People, de toute façon, a toujours joué là-dessus. C'est quelque chose qui a son importance. La France aussi, toujours entre passion monarchique et raideur républicaine. Il faut qu'on choisisse. Merci Thomas et Théophile pour cet éclairage toujours passionnant.